Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Et là, je viens de terminer un projet que j'ai fait là ce soir. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'expliquer un petit peu mon process pour vous montrer un petit peu comment j'ai réfléchi et comment je l'ai fait. Donc, ce projet, qu'est-ce que c'est? Faut savoir que je suis en train de travailler sur un projet beaucoup plus gros, un projet de petit court-métrage, qui va mettre en scène donc ces deux personnages. C'est pour ça que j'ai pu faire de vidéos depuis janvier, je pense. Même peut-être même depuis octobre, parce que j'ai travaillé sur tout un cours pour expliquer mon workflow, mon système de production. Et en même temps, je suis en train de créer aussi un petit court métrage, donc ça demande beaucoup de temps. Donc j'ai mis YouTube un petit peu en stand-by, mais ça va revenir fort. D'ailleurs, je vais commencer à faire des émissions d'ici 2 semaines pour tout ce qui va être apprentissage de la 3D et tout ce qui est la 3D un peu en profondeur pour comprendre un petit peu ce que c'est que ce domaine de la 3D qui est quand même extrêmement dense. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu mon process de réflexion et de construction de ma scène de ce soir. Donc cette scène, l'objectif de cette scène déjà, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel est l'objectif de ma scène. Moi, l'objectif de ma scène là, c'était tout simplement d'avoir un projet que je puisse faire rapidement et mettre sur les réseaux sociaux parce que ça fait longtemps que j'avais rien mis. Donc je venais, Donc je venais de terminer ces deux personnages et je me suis dit je vais les mettre en scène pour créer une petite scène qui aura un petit rendu stylé. Donc le rendu que ça va me donner, ce n'est pas celui-là, c'est tac, cette scène-là. Donc cette scène-là, comment je l'ai fait? Donc déjà je suis venu dans Blender et j'ai commencé à positionner mes personnages et je me suis dit comment je vais les positionner. Donc pour les positionner, je suis déjà allé sur internet pour essayer de trouver des références de ce que je veux. Donc j'ai tout simplement mis, je dû mettre sœur. Au début j'ai juste tapé sœur parce que c'est des sœurs pour voir un petit peu ce que ça me donnait sur internet, ça me donnait pas mal de choses. Puis ça m'a fait penser à Arcane. Du coup j'ai tapé sur Arcane et là ça m'a mis tout plein d'images. Et à un moment j'ai dû tomber sur une qui ressemblait fortement à celle que j'ai faite. Tac. Donc j'ai dû mettre Jinx et varier. Tac tac. Elle est où? Donc celle-là que je trouvais intéressante. Et après l'objectif c'était de trouver une pose que je trouvais intéressante. L'objectif là, il y avait deux objectifs en réalité, c'était de mettre en scène pour avoir quelque chose à mettre sur les réseaux. Et le deuxième, c'était de voir si les personnages tout fraîchement créés, je vais vous expliquer juste après comment j'ai fait pour les faire. Donc pour voir les personnages tout fraîchement créés, est-ce que ça matchait et est-ce qu'il y avait des déformations que je n'avais pas en termes d'expression de visage, cheveux, etc. Donc on voit que ça marche très bien, donc je suis plutôt content. Donc le but était de trouver une scène avec les deux personnages qui soit assez intéressante d'un point de vue composition et assez intéressante d'un point de vue expression faciale. Tac, j'ai peut-être juste écrit ça. Jinx et Levi. Hop. Celle-là qui était intéressante. Enfin voilà, en gros, j'ai swipé comme ça, puis j'ai fini par tomber sur une scène qui ressemblait fortement à celle-là. Donc je suis parti sur cette idée. Je vais peut-être même ici. Non. Très bien. Donc comment j'ai fait pour le faire? Déjà j'ai récupéré mes personnages. Donc les personnages, comment j'ai fait pour les faire? Ces personnages, c'est ni plus ni moins que des personnages qu'on va pouvoir retrouver ici sur Blender. Hop, on va aller dans Demo File et là on va retrouver des Human Base Mesh. Donc c'est des personnages comme ça que je suis venu retravailler. Bien sûr, si vous débutez en 3D, c'est pas simple non plus, c'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite en rentrant dans le domaine. Mais en termes de process, c'est juste ces personnages-là qui sont donc créés en termes de mesh que je suis venu resculpter pour avoir ici les visages que je souhaite. Donc pour faire les visages, comment j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT, Midjourney ou autre, et j'ai généré ici des personnages par rapport à mes personnages dans le jeu, qui est World of Warcraft, pour générer des différentes têtes, tac tac, de face et de profil, que j'ai pu utiliser en tant que référence pour venir remodéliser mes personnages. Donc mes personnages ne ressemblent pas exactement à mes personnages de référence, mais l'objectif c'était d'avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler pour moi avoir une idée de ce
vers quoi je vais partir. Donc ça c'est pour les personnages. Ensuite pour les cheveux. Donc là le style des cheveux, moi je voulais éviter le style de simulation, donc le style réaliste. Pourquoi? Parce que tout ce qui est simulation c'est assez lourd et je trouve que c'est très chiant à faire, ça demande beaucoup de répétitions et on peut très rapidement passer beaucoup trop de temps pour un résultat qui est moins ouf. Donc là au niveau des cheveux, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, hop, je vais juste aller dans ce personnage par exemple. C'est tout simplement ici des courbes sur lesquelles je suis venu mettre ici une shape. Et la shape, elle vient prendre donc une forme qui se trouve ici. Donc c'est juste ça. Je suis venu mettre plein de courbes. Donc ici, pour chaque mèche de cheveux, j'ai une courbe différente que je suis venu texturer. Au niveau des textures, donc quelle texture j'ai appliqué, comment j'ai fait pour avoir ce rendu, je suis parti d'un tuto de un autre youtubeur qui s'appelle Tininoki de mémoire. Donc ce youtubeur là qui a fait un tuto pour créer les cheveux d'Arcane. Donc j'ai tout simplement suivi ce tuto. Il explique très bien, c'est très intéressant. Ici il y a la version courte et on doit pouvoir retrouver la version longue ici, je crois, ou ici. Je sais plus, mais il a fait une vidéo version longue qui est très intéressante où il explique vraiment petit à petit. Donc si vous voulez juste suivre le tuto, vous pouvez le suivre ici. Si vous voulez rentrer un petit peu plus profondément et voir vraiment comment il fait pour créer pendant qu'il le crée en live, il a dû mettre sa vidéo dedans. Je ne sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est lui, hein. Non. Enfin bref, elle est trouvable. Moi je l'avais trouvée. Hop. Donc voilà comment j'ai fait. Après je suis venu un petit peu remodifier à ma sauce, mais je suis parti de cette base pour les cheveux. Une fois que j'avais donc mon personnage ici avec les cheveux, eh bien je suis venu ici ajouter les tatouages. Donc les tatouages c'est ni plus ni moins qu'un ici une texture que je suis venu peindre par-dessus ici le visage. Si vous ne savez pas comment on fait, je ne vais pas vous expliquer maintenant toutes les parties techniques du logiciel. Là l'objectif de cette vidéo c'est vraiment montrer un petit peu mon process pour faire le petit projet que je viens de faire. Mais en gros on va utiliser le masque, enfin le texture painting pour venir peindre par-dessus. Je vous invite à regarder des tutos sur YouTube. Peut-être que j'en ferai, je crois que j'en ai pas encore fait. J'ai pas encore parlé de texture painting. Donc je pense que je le ferai. Ça peut être intéressant. Que je mettrai dans la playlist les bases de Blender. Pour aller avec. Donc là c'est comment j'ai fait le personnage. Donc un personnage de Blender Mesh. Que je suis venu modifier avec le sculpt. Pour faire ressembler à peu près à la tête que j'avais envie. J'ai rajouté les cheveux ici en courbe en utilisant la technique de Monsieur Tininoki, comme je viens de vous montrer. Et après j'avais mon personnage. Une fois que j'avais mon personnage, je suis venu lui mettre un rig. Donc pour le rig, je suis venu utiliser l'addon. C'est pas Mixamo, c'est l'addon. Je sais plus comment il s'appelle. C'est l'autre de Mixamo, mais après ça marche très bien avec Mixamo. Donc pour commencer, moi je vous conseille d'utiliser Mixamo. Plutôt que le rig que j'ai fait, c'est parce que moi je vais un petit peu plus loin. Mais si vous voulez utiliser Mixamo, c'est pour utiliser cette plateforme. L'avantage d'utiliser le rig de Mixamo, hop, c'est que vous pourrez donc utiliser direct les animations qu'on va pouvoir utiliser ici. Et vous serez sûr que les animations collent avec votre rig. Je réfléchis, c'est quoi le rig? Attends, il va être écrit. Si je vais là. Ah, c'est Rigify. Donc pour faire mon rig à moi, j'ai utilisé Rigify. Voilà. Ensuite, pour faire donc les expressions faciales, je suis venu récupérer mon squelette. Tac, où est mon squelette? Rig. Il est là. Donc je suis venu récupérer mon squelette et je suis venu recréer toutes les expressions faciales en partant ici des expressions qu'on peut retrouver sur
Archid Face Blend Shape. Donc ici, c'était même pas celui-là, c'est l'autre. C'est un peu la même chose, mais en gros, lui, on va retrouver. Tac. C'est pas lui. Hop, là, ici. Donc sur ce lien-là, avec les développeurs d'Apple, hop, on va retrouver ici tout un panel d'expression de visage qu'on va venir recréer ici sous notre personnage sous forme ici de shape key. Tac. Donc là on voit que j'ai toutes les expressions ici sous forme de shape key. Moi si je fais ça, l'œil se ferme. Hop. Là. Tac. Ce qui va correspondre ici au premier là. L'œil se ferme. Donc je suis venu recréer ici pour chaque élément ici qu'on va avoir donc là, tac, du left eye, right eye jusqu'à ici la langue. Je suis venu recréer une shape key à chaque fois. Et chaque shape key ici me permet de régler une expression faciale. À quoi ça sert de régler comme ça sur les shape keys et pourquoi je suis passé ici par les développeurs d'Apple? Tout simplement parce que ça, c'est ce qui va permettre, par exemple, à Apple de générer tout ce qui va être la motion capture. Donc en faisant ça, ça me permet d'avoir un personnage qui est compatible avec la motion capture. Donc comment j'ai fait en détail pour gérer ça? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon rig. Je suis venu ici dans ma timeline et à chaque frame, tac, 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 j'ai fait genre frame 1, c'est le blind left. Donc j'ai fermé mon œil avec mon rig ici. Tac, donc j'ai bougé les os qu'on avait là en passant en pose mode. J'ai bougé par exemple ici mon œil. Hop, on est où? Je l'ai caché. J'ai bougé ici mon œil par exemple. Ensuite je suis venu activer, donc j'ai bien activé ici pour appliquer le mouvement. Après je vais en 2, je bouge l'autre œil par exemple. Je fais un peu n'importe quoi, mais voilà. Et du coup ça me permet à chaque fois, si je vais en 3, je bouge la bouche par exemple. Ah oui, parce qu'au début, on va bien tout mettre à 1. Voilà. Et maintenant, lui, si je bouge la bouche, si je vais en 2, que je bouge le sourcil par exemple. Hop, pour avoir un sourcil froncé. Bon, du coup, là, il ne ressemble plus à rien. Mais c'est le principe. En gros, je suis venu à la première frame où je lui ai dit le visage ressemble à ça. Puis je suis venu après frame par frame pour, avec les os, venir représenter chaque élément du visage ici. Ensuite, avec un petit add-on généré avec ChatGPT, etc., je suis venu lui dire que pour chaque ici expression faciale que je vais avoir ici de renseigner dans mon os, je vais lui dire tu prends le mesh de cette frame et tu le mets ici dans une shape key. Et du coup, j'ai pu transformer chaque ici clé en une shape key. Donc ça, c'est un peu le process. Je rentre pas en détail beaucoup plus, mais ça vous donne un peu une idée de comment j'ai fait. Donc je suis parti de mon mesh de base, je l'ai rigué, j'ai modifié le rig à chaque frame en fonction ici des expressions que Apple demande. Et une fois que là j'avais donc mes 52 expressions, j'ai fait un petit add-on pour lui dire pour chaque frame, tu me crées une shape key. Et du coup, ça m'a donné tous les shape keys avec les différentes expressions. Hop, là on revient à 0, parce que sinon on va tout casser. Hop. Et là on revient. Donc là, c'est comment j'ai fait mes expressions, mon personnage. Une fois que mon personnage était fait, je suis venu donc dans ma scène. Et j'ai importé mes deux personnages. Mes deux personnages, si on regarde, j'en ai un qui est un petit peu plus petit. Mais en fait, c'est juste, je l'ai pris, je l'ai baissé et je l'ai mis à peu près à la position où j'avais envie qu'il soit. J'ai posé sa tête dessus. Donc pour le déformer, je suis bienvenu ici en pose mode. Donc là, on va réactiver les bones. Je suis venu en pose mode. J'ai juste ici
bougé, hop, le haut. Ici, j'ai levé la tête, j'ai positionné la main. Et après, pour les expressions du visage, donc là, j'ai pu cacher tout ça, j'avais plus besoin. J'ai bougé vraiment que 3 os, enfin, plus les doigts. J'ai bougé la main et les doigts, la tête ici, et le torse. Et ensuite, je suis venu sélectionner mon personnage, et je suis venu ici dans les shape keys, pour bouger, hop, les shape keys, en fonction de l'expression que j'avais envie de lui donner. J'ai fait la même chose pour lui là. Et ensuite, je suis venu ici créer une larme. Donc pour créer la larme, c'était assez facile. Je suis venu utiliser des métaballs. Les métaballs, hop, c'est ce qui permet de faire des choses un peu comme ça. Un peu liquide. Donc c'est assez intéressant. J'ai fait ça, je l'ai resculpté un petit peu avec le sculpt mode. Et puis on était bon. Donc là, ça m'a permis d'avoir mes personnages. Une fois que j'avais mes personnages, j'ai fait donc le terrain tout autour. Donc pour le terrain tout autour, déjà j'ai mis un sol. Et je suis venu mettre ici des arbres. Et pour les arbres, je suis venu tout simplement prendre des arbres un peu au pif dans l'application Polyhaven. Donc Polyhaven qui est un add-on, une librairie qui peut être un add-on de plein de modèles qui sont, je sais plus s'il est payant ou gratuit celui-là. Il doit y avoir une version gratuite, une version payante. Et en fait, ça donne plein de petits trucs. Et moi, je voulais juste un peu de forêt derrière. Donc, ça m'a permis de mettre un petit peu d'arbres au pif derrière. S'ils sont pas la bonne taille et tout, et pas du tout le bon scale, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ils sont flous à la fin. Si on regarde ici mon image, on les voit presque pas. J'ai mis ici un énorme pont. Le pont, à quoi il sert? En fait, il sert pas à avoir un pont, il sert à avoir un élément structurel derrière pour montrer que on est dans une sorte de village. On est dans un truc qui est quand même un petit peu habité. Là, on voit qu'en fait, ça rajoute un peu de contexte à la scène. Une fois que j'ai fait ça, donc j'avais mon environnement, j'avais mes 3 arbres et mon pont, je suis venu mettre mes lumières. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 lumières. J'ai pris une lumière bleue et une lumière orange. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une dynamique colorimétrique assez intéressante. Pour savoir les dynamiques colorimétriques intéressantes, je vous conseille de aller sur Google et juste taper c'est roue colorimétrique. C'est peut-être pas roue, mais en gros, ça vous donne ça. Et donc là, ça vous donne tout un espace de couleurs. Et vous allez voir donc le vert, le jaune, le rouge, le violet et le bleu. Pour avoir une image qui est assez belle dynamiquement en termes de couleurs, il faut prendre des couleurs qui sont un peu opposées. Là, vous voyez que j'ai pris du bleu et du orange. Du coup, ça donne une image qui a une dynamique assez intéressante. Hop. On voit qu'il y a du bleu ici. Même si elle est majoritairement rouge, ça permet de ressortir un petit peu. Donc là, c'est ce que j'ai fait en termes de couleurs, c'est que j'ai mis juste une lumière ici, une lumière là-haut. Cette lumière ici, donc j'ai essayé de trouver les bons positionnements. L'objectif était qu'on voit quand même le visage de ce personnage. Donc j'ai essayé de venir le positionner pour essayer de trouver des ombrages qui puissent être intéressants. L'objectif que je voulais, c'était que ici, la grande sœur qui est un petit peu en mode apaisé, elle est donc la lumière forte et la lumière chaude sur elle, un peu comme s'il y avait le soleil qui lui tapait dessus, pour venir appuyer le côté apaisement et relaxant. Et elle est un petit peu plus en l'ombre pour venir remettre un petit peu le côté un peu... elle se cache un peu dans les bras de sa sœur. Donc là, c'était un petit peu l'objectif de ces lumières. Donc c'est pour ça que je mets la lumière à droite. Et ensuite, la lumière à gauche, où l'objectif, c'est de venir créer un contraste en termes de lumière et faire ressortir ici mon personnage du décor. On voit que si ici je passe hop, en cycle et que je rentre, si je retire la lumière, cette lumière là, on voit qu'il n'y a plus du tout la même dynamique. Ici on ressort beaucoup moins. Là si je retire elle, il n'y a plus que les lumières des feux autour. On en parlera après. Du coup là il y a juste ça. Je vais retirer la lumière des feux. Hop, là on a juste ça comme lumière de base. On a donc pas de lumière. Ma lumière ici qui vient en frontal, éclairée.
et ma deuxième lumière qui va être la file qui va venir éclairer derrière pour ressortir ici mes personnages du fond. Au niveau du background, donc là je vais le rafficher. Hop. Au niveau du background, je suis juste venu ici dans Shader, dans World, et j'ai mis un Sky Texture. Hop. Donc là il est à 1, mais le soleil ici, là je l'ai mis à 0. Si je le mets à 1, il va venir éclairer. Moi je veux pas qu'il fasse éclairage, je veux qu'il soit à 0. Si je retire ces deux là, j'ai pas de lumière. J'ai juste le fond là-bas que je vois, parce que lui il est pas à 0. Mais j'ai pas un soleil qui va émettre de la lumière. D'ailleurs j'ai pas de soleil qui émet de la lumière. Ah oui, parce qu'il est en dessous, c'est normal. Donc j'ai mis mon soleil à 0 parce que je voulais pas qu'il émette de la lumière, parce qu'à la base j'étais comme ça. Je l'ai mis donc à 0. Ici j'étais à 0 aussi à la base. Sauf qu'après c'était tout noir, je voulais quand même un peu de couleur. Donc je suis remonté quand même à 1. Un peu bêtement. Et après je suis venu ici baisser l'élévation de mon soleil pour venir trouver la couleur du ciel que je voulais derrière. J'ai un truc à peu près comme ça. J'ai remis mes lumières. Donc là j'ai ma lumière principale, ma lumière secondaire. Et ensuite ce que je voulais c'est avoir un côté un peu comme s'ils étaient un peu dans un brasier, dans un élément un petit peu en flamme. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des petits points de lumière, 4 petits points de lumière autour. Donc j'en ai avoir un ici. Ils sont un là et un là. Ça me permet d'avoir des petites lumières qui viennent d'un petit peu partout. Si je retire cela, ça me donne ça. Ça permet de rajouter de l'éclairage qui vient du sol et du bas comme le ferait une flamme. Donc une fois combiné, on avait tout ça, donc on voit que ça va venir ici rajouter un peu de détails, etc. Une fois qu'on avait ça, j'ai voulu donc appuyer le côté environnement embrasé en rajoutant un petit peu de braises qui volent. Donc pour ajouter les braises qui volent, je suis venu... Ça c'est quoi? Ça c'est les larmes? Non, ça c'était nul. C'est encore les larmes? Ouais. Alors pour rajouter donc les braises, je suis venu ici ajouter un plan. Hop, je vais le rafficher. Je vais me le rafficher ici. Je suis venu rajouter un plan auquel j'ai mis un système de particules avec une dans la vélocité à 0, parce que si je mets 1, hop, on va aller là. On va remettre ici à 1. Hop. On voit qu'elles vont aller vers le haut et ensuite elles vont redescendre. Moi j'ai mis à 0, comme ça elles vont directement vers le bas. Les petites particules, tac. Elles descendent tout de suite. Mes particules sont en forme de cône. Pourquoi? Parce que là, dans rendu, je lui ai dit d'aller chercher un objet. Et j'ai créé un cône comme ça. Pourquoi j'ai créé un cône comme ça? Tout simplement parce que ça, c'est l'objet 3D le plus léger possible. Donc, le plan le plus léger possible, c'est 3 points. Et pour avoir un objet en 3D le plus optimisé possible, il faut qu'on ait automatiquement 4 points. Donc, on va venir rajouter un point et ça va venir faire le cône. Donc quand je vais faire des particules qui sont extrêmement petites, je ne vais pas faire avec des sphères, avec des cylindres et tout, parce qu'il y a beaucoup trop de points. Je vais uniquement prendre un cône, comme cela, tac, où je vais lui dire, tu mets pas 32 vertex, tu en mets juste 3. Et c'est tout ce que j'ai besoin. 1, 2, 3, 4. Ça me fait mon petit cône de manière optimisée. Et après, ce cône-là, je vais venir lui dire, hop, d'être utilisé ici dans mon système de particules de mon plan. Et je vais venir ici le réduire. Donc là, j'étais à 0,01, je crois. Et ça me permet d'avoir ça me permet d'avoir plein de petits cônes qui descendent. Une fois que tous mes petits cônes descendent, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici sur mon gros cône, mon cône originel. Je suis venu lui mettre une matière, Shader Editor, World, objet. Ici, je vais mettre cône, je vais m'appeler braise.
Et je lui ai mis donc dans ici l'émission, j'ai mis une couleur de braise, donc plutôt orange. Et ce que j'ai fait pour que toutes les particules n'aient pas exactement la même intensité en termes de flamme, parce qu'on va avoir des braises qui sont en train de s'éteindre, on va avoir des braises qui sont totalement allumées, et des braises qui sont totalement éteintes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un nœud qui s'appelle le Object Info, et dedans on a le random. Ce random, il va venir chercher une valeur entre 0 et 1 pour chaque objet auquel ici mon matériau est activé. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que là, mon système de particules va générer une particule, il va récupérer une valeur entre 0 et 1, il va l'attribuer, et ça veut dire que toutes mes particules n'auront pas toutes la même couleur. Si on regarde ici ce que ça donne, par exemple, hop, et que là on les met un peu plus grandes, vous voyez qu'on va avoir des blanches, des grises un peu plus foncées, et on aura tout plein de nuances de gris. Ça me permet donc de pouvoir ici, en le mettant dans l'intensité, dans la force, je vais venir ici le multiplier pour pouvoir lui dire si je veux que je suis plus ou moins intense. Hop. Vous voyez? Tac. Ça me permet d'avoir des braises qui sont pas toutes de la même intensité en termes de luminosité. Moi je vais mettre 10, je trouve que c'était pas mal. Je vais leur mettre ici la taille qu'ils avaient. 0,01. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que une fois que eux, donc, les particules tombent, j'ai mis ici un wind, donc dans force field, wind, je l'ai mis ici, en face. Je lui ai appliqué une force, donc de 1 par exemple. 1, c'est un peu ce qu'il y a à la base. Et ça me permet d'avoir des particules qui tombent pas vraiment tout droite, mais qui partent un peu sur la droite. Ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre en bas pour faire pousser les particules vers le haut, comme si c'était des flammes qui crépitaient et qui pétaient. Donc là, ça m'a permis d'avoir ce qui fait un petit peu braise, ce qu'on a ici là. Ensuite, la dernière chose que j'ai faite en 3D, c'est que je suis venu ajouter un cube pour avoir un peu de volumétrique, pour donner un petit peu plus de vie à la lumière. Donc pour ce cube de volumétrique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cube, tout simplement. Je suis venu ici ajouter un principal volume dans sa texture. J'ai retiré ici le principal BSDF qui était dans surface, on n'en a pas besoin. Et après là, j'ai juste mis un noise, hop, avec un color ramp pour venir contraster ici mon noise, un multiply, et j'ai rentré tout ça dans la densité. Le noise, il me permet d'avoir ici la partie un peu nuageuse, qu'on peut voir ici. Le color ramp, il me permet de contraster. Et le multiply, il me permet de dire si je veux un nuage plutôt dense ou plutôt léger. Moi, je voulais quelque chose d'assez léger. Une fois que j'avais fait ça, je suis venu au niveau de ma caméra. Donc ma caméra, je l'ai positionnée, je lui ai mis une focale assez forte, donc 70. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'était me focus sur les persos et pas l'environnement. En général, on va tendance à descendre la focale vers les 30, 20, même en dessous, lorsqu'on va faire des plans larges, par exemple. Si on veut se focus sur du portrait, on va tendance à monter vers du 50, 70, 90. Donc je suis monté à 70. Je suis venu ici mettre un empty que j'ai renommé focus ici. Et cet empty, je suis venu le mettre ici dans ma caméra. J'ai coché Depth of Field et je suis venu ici chercher mon focus. Ça me permet ici d'avoir le fond qui est flou. Si on regarde, là on est net. Et là ça permet d'avoir un fond qui est flou et donc qui est plus réaliste en termes de caméra. Une fois que j'ai fait cette partie, toute ma scène de 3D est terminée. Je suis venu ici dans Output, venu donc mettre en carré, parce que moi je voulais mettre sur Instagram. Et ici dans Render Layer, je suis venu cocher les passes de rendu que j'avais besoin pour travailler en post-production. Donc là on va cocher bien sûr la combine, la mist, ça peut toujours servir, le denoising data, ça peut toujours servir, et l'ambient occlusion. Une fois que j'avais fait ça, je suis venu créer mon rendu, et pour ce rendu, je suis venu retirer deux choses en termes de rendu. En réalité, j'ai fait plusieurs rendus différents. J'ai fait un rendu, si on regarde ici dans Render,
j'ai fait un rendu avec uniquement mes cendres. Donc pour faire le rendu avec uniquement mes cendres, j'ai rendu donc ce plan. Et tout le reste ici de ma scène, je suis venu ici cocher le holdout. Et je suis venu activer le holdout. Qu'est-ce que ça fait? Là on voit que mon personnage il passe en transparence. Et ça veut dire que Blender là il va rendre uniquement les braises, mais il va quand même prendre en compte l'emplacement des objets dans la scène. Par exemple là les braises qui sont derrière le personnage, il ne va pas les rendre parce que le personnage est devant. Si j'avais pas fait ça, il m'aurait quand même rendu les braises, même si le personnage est devant. Et du coup, lorsque j'aurais fait mon montage à la fin, on aurait eu le problème des braises qui sont devant mon personnage alors qu'ils sont censés être derrière, enfin ça aurait été chiant. Pourquoi j'ai rendu mes braises à part? Parce que je me disais, comme ça, si j'ai besoin de booster leur intensité pour les rendre plus brillantes, ou pour les retoucher toutes seules, je pouvais le faire sans casser mon image. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait la même chose avec le cube. Donc là, je suis venu, j'ai caché ici mon plan. Je suis venu, pareil, ici mettre tout ça en holdout. Et j'ai rendu juste mon volume. Donc quand je dis tout ça, c'est vraiment tout. Hop. Tout ça. Hop. Et lui. Je suis venu, bien sûr, j'avais pas précisé, mais ici, je suis venu ici dans Film mettre en transparent. Lui là, il est pas visible. Hop. Et donc ça m'a permis de rendre uniquement mon volume. Pourquoi je rends mon volume à part? Parce que ça me permet de le rajouter à part dans la post-production. Ça me permet de le retravailler s'il est trop dense ou pas assez dense. Et ça me permet aussi d'optimiser mes temps de rendu en termes de calcul parce que les rendus de volume peuvent être extrêmement longs. Donc ça me permet de pouvoir travailler toute la partie sans mettre le volume et ensuite rajouter le volume à la fin si le rendu était beaucoup trop long par rapport au reste du projet. Donc j'ai rendu une scène avec les cendres, une scène avec le volume, une scène avec le rendu de la 3D. Donc là pour ça j'ai décoché donc rendu et tout. Je suis venu hop tout recocher comme ça, hop tout réafficher. Hop ici j'ai recoché transparent et j'ai rendu la scène comme ça. J'ai rendu bien sûr en cycle, depuis le début je ne précise pas. J'ai rendu tout ça en cycle. Une fois que tout ça s'était rendu en cycle, je suis venu ici quand même dans le rendu, combine, et je suis venu voir ma mist, à quoi elle ressemblait. Et là j'ai vu que ma mist, elle avait des petits problèmes ici. La mist, qu'est-ce que c'est? Ça va être la passe qui va nous permettre de donner de la profondeur à notre scène. Donc là on voit que ça donne bien de la profondeur, donc plus je suis proche, plus je suis noir, plus je suis blanc, plus je suis loin. Sauf que Blender, avec Cycle, il a des problèmes, il a du mal à gérer la transparence, l'alpha, avec la mist de Cycle. Donc ça va poser problème à différents moments, ça va poser problème lorsqu'on fait de la végétation, par exemple, et ça va poser problème lorsqu'on vient faire ici les mèches de mes cheveux. Parce que moi, pour faire les mèches de mes cheveux, j'ai utilisé de la transparence, vous le verrez dans le tuto de Tinoki si vous le suivez. Donc c'est venu poser des problèmes ici. C'est pas réellement un problème parce que j'ai pu venir ici passer en Eevee pour rendre la mist. Hop, et là on voit qu'on a une mist qui est plutôt bien. Il faut faire attention quand même quand on utilise la mist avec Eevee, c'est qu'il ne prend pas en compte la focale. Là on voit qu'en Cycle, le fond il est flou parce qu'on a la profondeur focale. Par contre, si je viens en Eevee, le fond il est net. Donc il y aura un travail de floutage à faire si on ne veut pas avoir des problèmes de mist à la fin lors d'une autre ronde. De toute façon, vous verrez que ma scène est tellement petite que finalement je n'ai pas utilisé la mist. Parce qu'on n'en a pas eu besoin. Mais du coup, c'est une astuce. Si vous voyez que vous avez des problèmes de mist avec votre transparence ici en Cycle, vous pouvez la rendre en Eevee, ça fonctionne. Mais du coup, on a le problème de Depth of Field, ou alors il faut peut-être le régler ici, le Depth of Field. Je sais pas, j'utilise jamais Eevee, donc voilà. Je vous laisserai regarder ça. Donc une fois que j'avais ça, j'avais donc une scène rendue cendre, fog, les sœurs, donc c'est le principal, Sœur Mist, donc c'est celui fait avec Eevee. Et ensuite, je suis venu rendre deux autres rendus. Un rendu où j'ai toute ma scène hop,
en cycle, sauf que je suis venu cocher ici dans, si on est là, ici transparence. Donc là je suis bien revenu ici en combine. Et ensuite une deuxième où j'ai mis juste les filles, hop, donc j'ai décoché ici. Et ça m'a donné ici mes 6 rendus. Ces 6 rendus, après je suis venu dans DaVinci pour utiliser Fusion pour faire mon compositing. Donc là pour faire mon compositing, comment j'ai fait? Je vais pas faire toutes les explications sur Fusion, là le but c'est de vous montrer un peu le process en termes de composition. Vous pouvez le faire aussi sur Blender, sur Nuke, sur After Effects. C'est la même logique en termes de process, juste moi j'utilise Fusion, mais c'est la même chose. Donc je suis venu récupérer ici mes différentes passes que j'ai créées. Je les ai sorties bien sûr, j'ai pas précisé, en OpenUXR. Donc quand on vient ici, Render View, hop, bon là il n'y a pas de rendu. Mais lorsqu'on vient, hop, ici par exemple sauvegarder, ici on vient chercher Multi-UXR. À quoi ça sert de rendre en Multi-UXR? Ça va nous permettre d'avoir les différentes passes qu'on a ici, Combine, Mist, Denoising Data et Ambient Occlusion, dans un seul et même fichier. C'est pour ça que là c'est l'OpenUXR. Ces deux-là, c'est du PNG. Pourquoi? Parce que là, je voulais uniquement l'alpha. Donc, j'avais pas besoin de rendre tous les autres passes. Je voulais juste l'alpha. Donc, juste du PNG. J'ai récupéré ça. Donc, ici, là, il y a mon rendu brut. Je suis venu ici. Hop, j'ai cliqué dessus. Je l'ai glissé. Je suis venu ici chercher mon bon layer dans Inspector. Donc, moi, c'était bien ma combine. Et on voit qu'on va bien retrouver ma combine, ma mist, mon ambient occlusion et ensuite mon denoising. Le denoising, là, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai vu que j'en avais pas besoin. Pour voir si j'en avais besoin, je suis venu ici dans Composite, Composition, New. Et là, on voit que j'ai mon image avec donc les différentes passes et ici les différents denoising. Je suis venu mettre ici un nœud de denoise entre les deux. Hop. Je vais faire un rendu quand même pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Tac. Ça monte, ça monte. J'aurais peut-être pas dû aller jusqu'à 512. Mais bref. Du coup, je vais avoir mon image qui va venir ici. J'ai récupéré mon image que j'ai rentrée ici dans mon nœud denoise et ce nœud denoise que je suis rentré ici. Ensuite, je suis venu mettre donc le denoising albedo là-dedans, le denoising normal là-dedans, et j'ai regardé en termes de résultats, est-ce qu'il y avait une diff. Hop. Donc là, avec, on a ça. Enfin, sans le denoising, on a ça. Avec le denoising, on a ça. Là, on n'a pas de différence. Pourquoi? Parce que je vais oublier de décocher ici le denoise à la base. Si on met ici le denoise, on n'a pas besoin de sortir les passes. Moi, j'aime bien décocher ici le denoise et faire le denoising ici en compo, comme là. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de contrôle si je vois que le denoise ici, il est un petit peu moche. Donc, je préfère avoir le rendu brut de 3D et faire le denoise à part. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop perdu là-dessus. Mais du coup, retournons sur DaVinci. Donc on va retrouver ici notre render gamut, notre render. On est venu ensuite mettre un gamut. Ce gamut, à quoi il sert? Il nous permet ici de retrouver la couleur que j'avais dans ma 3D. Pour ce faire, je suis venu ici dans Output Space mettre en sRGB. Pourquoi j'ai mis en sRGB? Parce que dans Blender, lorsque je suis venu ici dans mes paramètres Color Management, je sors ici en sRGB. Donc, comme j'ai dit à Blender, mon image, tu la sors en sRGB. Après, quand je la rentre dans DaVinci, je vais venir lui dire, tiens, c'est mon image. Donc là, mon image, il l'interprète de manière un peu arbitraire. Et je lui dis, avec un gamut, je lui dis, j'ai envie que tu l'interprètes en sRGB. Donc là, c'est à ça que sert le gamut. Je vais faire ça pour chacun de mes calques. Donc le fog, le hashies, hop, et voilà, parce que les autres, ils n'ont pas de couleur, donc on s'en fout. Donc ici, je vais retrouver ma normale, enfin mon rendu. Ici, je vais retrouver mon brouillard. Et ici, je vais retrouver mes cendres.
Hop. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis venu récupérer ici, j'ai dupliqué ce nœud là de rendu, je l'ai posé là, et là je suis pas venu chercher la combine, je suis venu chercher l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, ici je vais le retirer, je suis venu le mettre avec un merge. Donc pour aller chercher un merge, j'ai fait CTRL espace, j'ai tapé merge, add, il s'est mis ici, j'ai rentré le premier dans le petit jaune, le deuxième dans le petit vert. Si tu regardes ce que ça donne ça. L'ambient occlusion, ce qu'on va faire, c'est que notre merge ici, on va le mettre en multiply pour venir multiplier les noirs de notre ambient occlusion par rapport à notre image. Qu'est-ce que ça fait? Ça va venir ici forcer nos ombres. On voit que c'est venu forcer les ombres de contact. Moi, c'était ce que je voulais. Avec le merge ici, on va pouvoir venir jouer avec le blend pour lui dire à quel point tu vas venir forcer mes ombres. Donc moi, je vais dire à peu près 0,7. Ensuite, je suis venu récupérer mon alpha où j'avais retiré le fond derrière, que je suis venu mettre ici dans le petit bleu de mon rendu. Tac, pour lui dire, ok, tu récupères donc mon ambient occlusion. Par contre, mon ciel, j'ai envie que tu gardes la même couleur de mon ciel. Hop, pour le mettre ici. Parce que sinon, comme mon ciel dans l'ambient occlusion est tout le temps noir, et bien mon ciel, à la fin, il serait resté noir. Donc en utilisant mon alpha comme ça permet de lui dire, tu mets l'ambient occlusion partout, sauf sur mon ciel. Une fois que j'ai fait ça, je suis venu ajouter un color corrected sur cette scène. Tac. Pour venir l'assombrir un peu. Et je suis venu ajouter ici, tac, ma scène ici. Donc là, je suis venu combiner avec un autre merge ma scène avec l'ambient occlusion, ma scène qui a été assombrie. Je suis venu la mettre et je lui ai dit, tu vas assombrir que le ciel. En faisant ça. Tac. Et du coup, là, j'ai pu jouer pour lui dire à quel point je veux que mon ciel soit sombre ou pas. Là, vous allez me dire, mais du coup, quel est l'intérêt? Parce que j'aurais juste pu venir retirer l'alpha et puis j'aurais un ciel sombre. Mais en fait, en faisant lui, des fois, lui, on a envie d'avoir, tac, mon blend ici à 100%, mais j'ai pas envie d'avoir mon ciel totalement sombre. Je peux avoir envie d'être ici à 100%, mais d'avoir un ciel un peu plus coloré. Là, tac. Donc là, ça me permet de gérer le ciel indépendamment. Une fois que ça c'est fait, je suis venu faire la même chose pour le background. Donc là, j'ai assombri mon ciel. Maintenant, je vais venir assombrir ici mon image totale, ma scène totale. Enfin, l'arrière de ma scène sans les filles. Comment j'ai fait? J'ai récupéré donc le masque de mes filles, qui est là. Donc mon image avec l'alpha des filles. Et je l'ai rentré ici dans mon merge. Et en faisant ça, ça permet d'assombrir, uniquement le background. De cette manière, ça me permet de mettre les filles un petit peu plus en valeur. Parce que si je restais comme ça, là je retourne un petit peu à la fin, je vous explique après. Là, on voit qu'on est beaucoup trop lumineux au fond. Donc là, ça me permet, de venir assombrir pour lui dire non, j'ai pas envie que tu sois aussi lumineux quand même. Là, on est pas mal. Très bien. Une fois qu'on a ça, je suis venu ajouter la fumée. Donc pour ajouter la fumée, j'ai pris mon fog, je lui ai mis le gamut, je suis venu mettre un merge, et je suis juste venu mettre la fumée par-dessus mon merge. Je suis venu ensuite ajouter les cendres, donc exactement pareil, j'ai pris mes cendres, j'ai mis mon gamut, et j'ai mis mon gamut dans mon merge, ça m'a donné ça. Là, ça a posé problème parce que les cendres sont censées être en mouvement, et lorsqu'on est en mouvement, les cendres, elles sont floues à la caméra. La caméra va appliquer ce qu'on appelle le motion blur. Qu'est-ce que c'est? C'est entre le moment où la caméra prend l'image et enregistre l'image, on va avoir un petit délai, ce qui fait que les cendres vont bouger, et comme elles vont bouger, elles vont apparaître à deux endroits en même temps, et c'est pour ça qu'elles vont être floues. Donc pour faire ce flou, je suis venu tout simplement ajouter un blur, pour venir blurrer mon image, donc les cendres sans le blur, avec le blur, et à la fin ça donne ça. Ce qui est un petit peu plus réaliste, d'autant plus que ça permet d'avoir
ici le flou au fond, le flou de focale sur mes cendres. Une fois que ça c'était fait, je suis venu ajouter un petit peu d'assets de flamme. Donc j'ai récupéré des images de flamme. Dans ma librairie, j'avais des images de flamme, vous pouvez les retrouver sur internet, flamme PNG. Je suis venu ici les positionner où je voulais. Donc là on est comme ça, image de flamme. Je suis venu, on va retirer lui, tac. Je suis venu les positionner où je voulais les mettre. Donc je vais les mettre ici par exemple. Je suis venu les bleurer parce qu'elles sont dans le flou de focale, donc on les voit pas nettement. Et ensuite je suis venu récupérer hop, mon personnage pour lui dire j'ai envie que ce soit derrière. C'est pour ça que j'ai sorti à part. Donc je suis venu hop les mettre tac comme ça. Et là on voit les flammes passent derrière. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai repris des flammes que j'ai mis hop de l'autre côté là-bas. Ça donne ça. Donc j'ai une flamme ici, une flamme ici. Pour rajouter un petit peu de vie au fond de la scène. Ensuite, je suis venu retravailler un peu mon image en rajoutant un brightness contrast pour venir donc pousser un petit peu le gain, le rendre un peu plus brillante. Ici, pousser un peu les noirs parce que je trouvais que mon image était un peu trop terne. Donc je suis venu ici pousser un peu les noirs. Hop. Et je suis venu ici pousser un peu les blancs pour la rendre un petit peu moins sombre. Je sais plus à quel niveau j'étais. Hop. Comme ça. Je suis venu ensuite ajouter du glow. Donc le glow, qu'est-ce que c'est? Ça va être le reflet de la lumière qui va venir s'étaler sur la lentille. Donc je suis venu mettre un glow plutôt petit mais très puissant pour venir mettre un petit peu de vie ici au niveau des reflets des joues, etc. Donc là on voit par exemple sans glow avec glow. Je suis venu ici avec le blend gérer l'intensité que je voulais. Hop. Et ensuite j'ai rajouté un deuxième glow. Donc là j'ai fait un petit qui est très puissant et ensuite j'ai fait un grand qui est beaucoup moins puissant. Et donc là si on regarde avec 100. Donc on voit ça rajoute un petit peu de glow à l'image. Ensuite je suis venu ajouter du grain. Donc le grain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir rajouter ce petit côté caméra réelle. Si on regarde, on a sans le grain, avec le grain. Je ne sais pas si vous voyez avec la compression, mais en gros c'est ce qui permet d'ajouter du grain à l'image. Si je pousse le grain, oui, ça va rajouter ça. Donc après on va venir choisir ici l'intensité qu'on veut. Nous on en veut un petit peu mais pas trop quand même. Puis je suis sorti. Donc là j'avais une première version de mon image qui était intéressante mais qui n'était pas encore terminée. Donc une fois que j'avais combiné tout ça, que j'ai fait un petit peu de retouche, ce que j'ai fait c'est que je suis venu ici dans le Color Management de DaVinci et là j'ai rajouté quelques petits trucs. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Déjà j'ai rajouté un nœud dans lequel je suis venu retoucher ici la saturation. Donc normalement je suis à 50, je suis venu ici saturer un petit peu plus. Et ensuite je suis venu ici dans le niveau HDR et je lui ai dit ok, mes lumières, hop, non, les lumières je ne les ai pas touchées. J'ai touché au début pour les pousser. En fait ce que j'ai tendance à faire d'habitude c'est les lumières je vais les pousser un petit peu plus vers l'orange. Sauf que là comme mon image est déjà très très orange, je me suis ravisé, je suis retourné à 0. Par contre le deuxième contraste que j'ai fait c'est que je suis venu ici dans Shadow et mes ombres je les ai poussées vers du bleu. Pareil, le sombre, je l'ai poussé un petit peu vers le bleu. Pas trop, parce que sinon, ça explose mon image. Voilà. Mais juste un chouïa pour lui dire, mes ombres, j'ai pas envie qu'elles soient noires, j'ai envie qu'elles soient un petit peu bleutées. Cette dynamique de couleur plutôt orangée dans les hautes lumières et bleutée dans les sombres, c'est la dynamique qui va donner un look un petit peu cinéma. Donc j'ai fait ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé hop, ici le petit effet de film damage qui m'a permis d'ajouter un petit effet dirt, on le voit ici, tac. Donc ça ajoute comme s'il y avait un petit peu de crasse sur la lentille. Là ça ajoutait un petit peu de flou de caméra,
mais c'est pas vraiment nécessaire. Et ensuite, ça a ajouté ici un effet lentille. Donc là, si on regarde ce que ça fait, ça donne ça. Donc si on fait Shift D, CTRL D, je vais tout retirer. Tac. Mon image de base ressemble à ça. Donc là, j'ai rajouté ici la nuance de bleu, avec un peu de contraste. J'ai rajouté ensuite du film damage. Donc le film damage, il a rajouté le côté un peu sale sur la lentille et le côté vignettage, avec le côté un petit peu flou. Je sais plus si le film damage c'est un élément qui est dans la version payante de DaVinci. Si c'est la version gratuite, ce que je faisais avant, ça marchait très bien. C'est de venir ici par exemple, donc là si je fais Shift D, je rajoute ici un nœud de couleur que je viens là, hop, que je mets là. Et en fait ici je vais venir créer, tac, il est où? Je le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, filtre. Pourquoi je le vois pas? Enfin bref, normalement, quand on vient ici, pourquoi je le vois pas? Carré? Ah si, là je le vois. Ok, fais juste recliquer dessus. Donc on va venir ici, on va venir positionner un rond, on va le mettre à peu près à la taille de mon image. On va venir ici jouer avec le petit rose pour venir faire le dégradé de mon masque. Et en fait là ce que je vais lui dire, c'est que je vais venir ici dans hop, curve, et je vais venir assombrir. Et là on voit ça va venir assombrir en fonction de mon masque. Moi je veux assombrir sur les bords pour créer un effet vignettage, du coup je vais venir ici, cliquer là. Et là on voit que ça va venir créer un effet vignettage. Donc vous pouvez faire de cette manière. Moi j'ai utilisé le film d'image parce qu'il est intégré dedans. Et que dans le film d'image, on a, hop, Shift D, la partie Add Dirt. La partie Add Dirt, comme je disais, il permet de rajouter donc des effets de salissure sur les vignettes. Si donc vous l'avez pas, vous pouvez tout simplement aller chercher Lens Dirt sur internet et vous rajoutez l'image par-dessus, ici avec un merge. C'était ce que je faisais avant d'avoir accès à ça. Ça revient à peu près au même. Même au même, je crois. Ensuite, j'ai rajouté un peu de Lens Distortion. Donc, le Lens Distortion, il permet de faire ça. Ça, vous l'avez aussi dans Blender, le Lens Distortion. Ça va venir ici déformer l'image sur les bords de la lentille. Pourquoi? Parce que la lentille, elle est ronde et elle est bombée. Et du coup, comme c'est bombé, on va avoir un effet d'étirement sur les bords de la lentille, pour certaines caméras. Et ensuite, je suis venu mettre un nœud de transform pour venir l'agrandir. Est-ce que je l'agrandis? Bah ouais. Pourquoi? Bizarre. Bizarre. Ah, bon, bref. Pour venir l'agrandir, pourquoi? Parce que sans lui, bah là on voit les bords. Donc là, ça me permet d'avoir ce rendu là. Donc voilà. Voilà comment j'ai fait pour faire mon rendu d'image. De manière, ça m'a pris 1 heure à peu près. Donc faire les personnages était beaucoup plus long, mais comme c'est les personnages que j'utilise pour mon projet, ça me permet de pouvoir faire un petit projet rapide pour tester mes personnages, voir si le rig fonctionne, voir si les expressions fonctionnent, et créer un peu de contenu pour mettre sur les réseaux. Donc si vous faites de la 3D, n'hésitez surtout pas à mettre sur les réseaux pour créer la visibilité. Ça marche toujours. Ensuite, donc je l'ai sorti en PNG 16 bits, 8 bits pour être un peu plus léger pour mettre sur Discord, et je l'ai posté un peu partout. Donc voilà comment j'ai fait ma scène. Et voilà le rendu final. Je trouve que ça marche assez bien, je suis plutôt content. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo, c'est une vidéo one shot, là j'avais envie de la faire, je me disais ça pourrait être intéressant de vous montrer, du coup ça fait une petite vidéo d'1 heure, c'est la première que je fais dans ce style, peut-être que j'en ferai d'autres, probablement que j'en ferai en live sur Twitch, je me remets à live un petit peu de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir suivre sur Twitch. J'espère que ça vous a aidé, je suis pas rentré dans la technique hyper détaillée,
parce que ça aurait pris déjà beaucoup trop de temps. Là, ça a déjà pris 1 heure, rien que pour ça. J'espère quand même que ça vous a aidé, que ça vous a donné un petit peu une visibilité sur comment je construis mon projet, comment je le réfléchis. Et j'espère que ça vous aide grandement. Au tout début de la vidéo, je vous expliquais que j'étais plus trop présent sur YouTube en ce moment, même si je vais relancer une émission qui va être un petit peu plus produite, un petit peu plus intéressante, je pense. Oh, on verra. Du coup, ça demande du temps. Et l'autre chose, c'est que j'ai travaillé ces 6 derniers mois pour planifier un peu toute ma structure et voir comment je faisais pour créer des projets, pour pouvoir en créer des cours et vous le partager. Donc ce cours est sorti, je l'ai sorti la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est payant bien sûr. Il y a une petite version qui est gratuite, la version Moria, où c'est un petit module en 4 vidéos pour donner un petit peu une idée de comment je réfléchis et du workflow. Et ensuite, si vous voulez un petit peu plus loin, donc il y a la version payante, où là, elle va être en 2 parties. Il y a une partie qui est vraiment théorique, où j'explique qu'est-ce que c'est que le workflow, et comment je réfléchis, comment je fais pour l'utiliser, et à quoi ça sert dans une production de court-métrage, et dans une production un petit peu plus grosse. Et ensuite, il y a une partie beaucoup plus dense de 17 heures environ, où je fais tout un projet de A à Z, donc je pars de l'idée jusqu'à vraiment la diffusion, où je vais passer par toutes les étapes comme créer un environnement, créer un personnage, créer le concept art. Le but, c'est pas d'avoir un truc extrêmement technique, le but, c'est de passer par toutes les étapes de workflow et que vous vous rendiez compte de comment elles interagissent entre elles et comment elles font pour travailler avec d'autres personnes, etc. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a probablement d'autres choses qui vont sortir pour tout ce qui va être conception de court-métrage. Quand j'aurai fini mon court-métrage, tout simplement, je suis en train de terminer le mien pour pouvoir passer à la suite. Il y aura par exemple comment je fais mes personnages, comment je fais mes environnements. Donc des tutos un peu plus poussés et détaillés sur vraiment l'aspect technique de chaque élément. L'objectif de tout ce gros cours que je vais faire petit à petit, ça sera de vous aider à créer vos courts-métrages pour vous aider. Donc pour vous expliquer un peu tout ce que je fais. Sur ce, j'espère que, après ce petit aspect pub est passé, j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si vous voulez d'autres projets, d'autres vidéos comme ça où je rentre un petit peu plus précisément dans mes projets, n'hésitez pas, je pourrais en refaire. J'espère que ça vous intéresse et si vous en foutez, dites-le moi aussi, comme ça je ne perdrai pas de temps et je pourrais passer à autre chose parce qu'il y a énormément de choses. Le monde de la 3D c'est tellement vaste qu'il y a tellement de choses à explorer. Je suis trop content, ouais. J'ai trop hâte là, de reprendre les vidéos YouTube. Pour ça, là, ça m'a patienté de faire cette vidéo. Mais je suis vraiment trop content de tout ce que je suis en train de construire et tout. J'espère vraiment qu'on va pouvoir créer un truc assez fou, un truc assez stylé. Et que ça aidera un maximum de monde. Bon, du coup, là, je pars un peu sur du TimeSpeak. Mais bref. Ah, c'est un peu comme sur Twitch, quoi. Mais je suis pas sur Twitch. Mais en gros, l'orientation de la chaîne YouTube là que j'aimerais bien avoir, c'est vraiment la conception de courts-métrages pour expliquer comment je fais des courts-métrages. Qu'est-ce que c'est que la 3D, qu'est-ce que c'est que le milieu de la 3D, pour que quelqu'un qui débute la 3D et ne sache pas ce que c'est, puisse découvrir la 3D, découvrir le milieu, découvrir qu'est-ce que c'est que la modélisation, la texturing, l'éclairage. Qu'est-ce qu'on est amené à faire. Par exemple, tout à l'heure je faisais du maquillage de mes personnages, par exemple je faisais les tatouages, donc des trucs pour faire tout ça et tout. Donc vraiment expliquer un peu tout le domaine de la 3D, que ce soit plus ou moins technique, pour que à terme vous puissiez créer vos propres projets et ensuite créer vos propres courts-métrages comme celui que j'ai en train de faire actuellement. Donc voilà. Voilà. 59 minutes 37 secondes. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer à la suite. Je vous dis bon courage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous êtes encore là, abonnez-vous. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Je pense que je ferai pas mal de choses comme ça en live sur Twitch. C'est plus intéressant que là comme ça tout seul. Comme ça j'aurai vos retours et tout.
Et je pense que je ferai une émission comme ça régulière. On verra. Ça peut être intéressant de faire une hebdo comme ça où je fais des retours de projets. Mais du coup, il me faut des projets. C'est un peu le couac. Comme je fais des projets qui sont longs. On verra. Dans tous les cas, il y a une émission YouTube qui va commencer à être produite là, de mon côté. Le premier thème, ça sera comment apprendre Blender de manière efficacement. Je vais donner pas mal de tips. Je vais faire plein d'explications sur les différentes méthodes, sur tout comment moi je ferais si je partais de zéro, quel plan je mettrais en place pour apprendre la 3D si vraiment je débute et j'y connais rien. Donc voilà, ça sera sur YouTube dans à peu près 2 semaines, si tout va bien. Sur ce, je vous dis bonne soirée, il est tard, et à la prochaine.